Je vais, avec Diala, plus explorer ce qu'on appelle le point de vue du cardiologue, c'est-à-dire, en gros, les examens que l'on peut faire surtout pour et la prise en charge, surtout une fois que le patient, enfin, chez les patients surtout qui ne sont pas décédés. Si on veut voir un peu les examens et les étiologies à retrouver, c'est important de connaître un petit peu l'épidémiologie des différentes causes, en particulier en fonction de l'âge. Donc là, on parle beaucoup de la mort subite du sujet jeune. Et il y a sur cette diapositive l'ensemble des étiologies qui sont retrouvées justement lors des autopsies. Et vous pouvez voir que la proportion des étiologies dépend beaucoup de l'âge. Chez les enfants, on a finalement assez peu de cardiomyopathie. Je pense que Diala va en parler. Mais chez les enfants de moins de 11 ans, on retrouvait assez peu de cardiomyopathie. Par contre, à partir donc de 16 ans, il y a une grande proportion jusqu'à 30 ans d'autopsie blanche, hein, c'est-à-dire où finalement le cœur paraît macroscopiquement et microscopiquement normal. Et puis cette proportion d'autopsie blanche va diminuer progressivement avec le temps et finalement représente finalement une minorité au-delà de 45 ans. Et là, vous pouvez voir en bleu marine la proportion de la maladie coronaire et vous voyez que finalement, cette proportion augmente de manière importante, finalement, même à partir de 30-35 ans. Et quand on regarde après 50 ans, la maladie coronaire, c'est vraiment la cause majeure de mort subite. Alors, il y a des causes qu'on retrouve aussi, hein, c'est la myocardite que vous retrouvez aussi. Alors, ça dépend des séries autopsiques. Il y a certaines séries où finalement, ils retrouvaient des myocardites dans quasiment 20% des cas. Mais donc, finalement, ce qu'on considère être les causes potentiellement héréditaires, c'est ce qui est représenté ici en rouge foncé et ici en rouge clair, finalement, va représenter une grande proportion des morts subites chez les sujets jeunes. Donc, je ne vais pas beaucoup m'appesantir sur la prise en charge thérapeutique. Dans la très grande majorité des cas, quand il n'y a pas de cause aiguë réversible, le patient doit bénéficier de la pose d'un défibrillateur. Chez les sujets jeunes, de plus en plus, on va privilégier la pose du défibrillateur sous-cutané. Mais bon, je ne vais pas m'appesantir beaucoup sur la prise en charge thérapeutique qui finalement pose pas beaucoup de problèmes. Vraiment, la clé et la difficulté de la prise en charge de la mort subite chez sujets jeunes, c'est vraiment la recherche étiologique. Et clairement, les études et les registres ont bien montré que globalement, plus on va chercher et plus on va trouver. Ça a été très largement montré ici dans ce registre de Casper, de registre nord-américain, qui date déjà quand même maintenant de 2009. Et on voyait ici, c'était des cas de mort subite, enfin de survivants de mort subite pour lesquels il n'y avait aucune cause réellement expliquée avec un bilan étiologique minimum. Eh ben, on voyait qu'à partir du moment où on allait un petit peu plus loin dans le bilan étiologique, avec la réalisation d'une IRM cardiaque, éventuellement des tests pharmacologiques et éventuellement en fonction des tests de l'exploration électrophysiologique, eh ben, on arrivait à aboutir à un diagnostic dans 56% des cas, et donc c'est assez important. Et vous voyez que finalement, les cas qui étaient récupérés par ces analyses étiologiques plus complètes, c'était beaucoup les canalopathies, hein, avec le syndrome du QT long, la TV catécholergique, le syndrome de Brugada. Il y avait un peu de cas de dysplasie arythmogène du ventricule droit qui étaient récupérés par la réalisation de l'IRM, mais vous voyez que quand même il y avait beaucoup de cas de canalopathie qui finalement seraient passés complètement inaperçus si on n'avait pas fait un bilan plus exhaustif que le bilan minimal. Le deuxième message, c'est que même si le bilan initial ne retrouve pas la cause au temps T, c'est-à-dire au moment où le patient a fait sa mort subite récupérée, c'est important de les suivre sur le long cours. C'était spécifié, je trouve, qui était intéressant de 2016, hein, qui montrait que finalement, avec le suivi au long cours, parfois une étiologie qui ne paraissait pas évidente initialement pouvait se révéler par la suite. Et donc, dans cette étude, il y avait finalement une identification de la cause dans 20% des cas grâce justement à ce suivi au long cours. Donc ça, je pense que c'est un message important, c'est-à-dire il faut, même si l'évaluation initiale est négative, peut-être réenvisager à long terme une réévaluation un peu plus à distance, en particulier sur le plan morphologique.
Le deuxième message, c'est que quand l'étiologie, on n'a pas abouti à une étiologie chez le cas index, soit parce que l'autopsie n'a rien montré, soit parce que le bilan initial n'a rien montré, c'est important aussi d'aller faire le bilan chez les apparentés. Je trouvais que cette diapositive était intéressante pour vous montrer que, en fonction de l'âge de la mort subite, vous voyez que la probabilité de retrouver une cardiomyopathie ou une maladie cardiaque chez les apparentés était extrêmement importante, en particulier quand la mort subite survenait chez les individus de moins de 35 ans. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été montré également par les données du registre nord-américain Casper, qui s'était intéressé à faire un bilan assez complet aux apparentés de victimes de mort subite inexpliquée. Et vous voyez que le bilan était quand même assez complet, puisqu'il il a inclué la réalisation d'un test à l'âge maligne quand il y avait une suspicion de Brugada, en particulier pour les morts subites nocturnes, un test à l'épinéphrine en cas de mort subite d'effort et une IRM cardiaque. Et grâce à cette prise en charge, chez les apparentés, ça permettait finalement d'aboutir à une identification d'une étiologie dans quasiment 30% des familles. Alors, quand on regarde les étiologies qui étaient retrouvées, on voit qu'il y avait quand même beaucoup également de canalopathie. Il y avait beaucoup de QT long, beaucoup de TV catécholergique, un peu de Brugada et un peu de dysplasie. Et finalement, ce qui était aussi quand même un peu décevant dans ce registre, c'est que finalement, le diagnostic était formel dans 4% des familles, probable dans 13% et possible dans 13%. Donc, finalement, le bilan des apparentés apporte quand même pas mal de choses, même si le diagnostic n'est pas définitif, ça ouvre des pistes quand même, et en particulier ce dont on va parler après sur les pistes pour orienter en particulier le bilan génétique. Ça, c'est les données de l'expérience de Nantes qui sont un petit peu plus récentes, mais qui donnent à peu près les mêmes informations, c'est-à-dire que chez des patients pour lesquels des sujets jeunes avec mort subite inexpliquée à moins de 45 ans, le fait de faire le bilan systématique chez les apparentés, et dans l'expérience de Nantes, ils faisaient très facilement les tests pharmacologiques, en particulier à la recherche de syndrome de Brugada et de syndrome de QT long, cette prise en charge, permettait à aboutir au diagnostic dans 25% des familles. Et ça, c'était cette diapositive juste pour montrer l'apport du test, de l'apport des tests cliniques chez les apparentés vis-à-vis des tests génétiques. On va parler des tests génétiques tout à l'heure, mais vous voyez que l'apport du test des bilans cliniques chez les apparentés était plus important finalement que des tests génétiques. Alors, cette diapositive pour montrer que malheureusement, ce bilan exhaustif, que ce soit chez les cas index ou chez les apparentés, n'est pas suffisamment fait. Ça, c'est les données du registre francilien du Centre de la mort subite qui a été publié il y a maintenant 2 ans. Alors, le message, c'était que, comme ce qui avait été montré avant, c'est que plus on va faire d'examens, plus la chance d'aboutir à un diagnostic va être importante. Le deuxième message, c'est que le bilan familial était recommandé que dans 25% des familles, et donc là, il y a beaucoup de travail à faire encore, et que vous ai montré le pourcentage des examens qui étaient faits. Alors, autant la choro et l'IRM, c'est fait quand même souvent, mais vous voyez que les tests pharmacologiques ne sont faits que dans 50% des cas, et donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire pour aboutir finalement à des bilans plus exhaustifs et plus systématisés chez l'ensemble des patients qui ont fait la mort subite. Je vais passer. Donc, juste pour cette petite diapositive de résumé qui insiste beaucoup ici, quand la mort subite, quand le sujet qui a fait une mort subite survit, de faire vraiment un bilan assez exhaustif. Et maintenant, c'est vraiment dans les recommandations de faire ce bilan, y compris avec les tests pharmacologiques, y compris le test d'effort et éventuellement l'exploration électrophysiologique. Et que quand la mort subite reste inexpliquée chez le cas index, c'est important à ce moment-là d'aller dans la famille et de faire vraiment des bilans et probablement assez exhaustifs aussi chez les apparentés si on veut aboutir à un diagnostic. Voilà, je vous remercie. Je laisse la main à Diala Crèche qui va nous expliquer les particularités de la prise en charge et du diagnostic chez l'enfant. Estelle vous a déjà largement parlé de la mort subite du sujet jeune.
Et moi, je vais vous donner un peu les spécificités chez les sujets encore plus jeunes, donc les moins de 18 ans. Donc, on parle des enfants, des adolescents. Donc, je n'avais pas ciblé mon topo sur la mort subite du nourrisson parce que là, on sait que la plupart du temps, ce n'est pas d'origine cardiaque. Donc, déjà, la mort subite de l'enfant, heureusement, c'est très rare. Ça représente à peu près 6% des causes de mort pédiatriques. C'est très rare, mais le plus souvent, comme vous avez pu voir, c'est inexpliqué. Là, dans quelle que soit la série publiée américaine, australienne, européenne, on voit que c'est très rare dans l'enfance avec deux pics. Un, c'est la mort subite du nourrisson, donc avant 1 an. Et puis l'autre pic qui est au niveau des adolescents, à l'adolescence, et pas grand-chose finalement là au milieu. L'autre particularité, c'est donc sur cette diapo, vous voyez les morts subites avec en bleu la courbe des morts subites et en rouge celles qui sont inexpliquées. C'est quasiment superposé chez les enfants, donc on a beaucoup de morts subites qui sont inexpliquées. Ici, sur cette série américaine, vous voyez le taux d'autopsie négative, c'est en blanc et positif en noir, et on voit que chez les enfants, c'est quand même beaucoup d'autopsies négatives. Donc ça, c'était les particularités. Donc c'est très rare. C'est très rare, mais donc justement, nous, par exemple, cette nuit à Necker, on en a accueilli 2, c'est rare, mais on a quand même beaucoup de malades, donc c'est quand même un sujet qui intéresse beaucoup les pédiatres. Donc, il y a beaucoup de séries. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu où ça se passe, comment ça se passe chez les enfants. Et une des particularités des enfants, déjà, c'est qu'on a un taux de réanimation qui est très mauvais. Il y a beaucoup moins de survivants aux morts subites que chez les adultes. Beaucoup sont des morts subites qui surviennent à la maison chez les enfants. Et il n'y a pas beaucoup de rythmes choquables, donc on n'a pas beaucoup de survivants aux morts subites. Donc, ça explique aussi pourquoi on n'a souvent pas de cause, puisqu'il n'y a pas beaucoup de survivants. Ensuite, l'autre donnée qui est assez intéressante, c'est finalement qu'il n'y en a pas beaucoup qui surviennent à l'effort chez les enfants. La proportion, c'est surtout chez les adolescents qu'on va avoir des morts subites à l'effort. Donc ça, c'est des choses intéressantes à savoir, surtout quand on fait des certificats de sport en pédiatrie, on nous en demande beaucoup. Et donc, quelles sont les causes de ces morts subites chez l'enfant? Donc, il y a cette série danoise dont vous a parlé Estelle. Il y a eu une étude chez les moins de 35 ans, puis ils ont fait un focus chez les moins de 18 ans. Et cette série est intéressante parce qu'il y a eu beaucoup d'autopsies réalisées. Donc, alors la définition de la mort subite, elle varie beaucoup selon les études. Ce n'est pas toujours celle que nous a donnée, en tout cas, Caroline Rambaud. Donc, pour nous, cardiologues, on met beaucoup plus de choses dans les morts subites. Et dans cette série, il y avait toutes les morts subites pédiatriques. Et donc, le taux de mort subite comme cause de mort chez l'enfant, c'était 5,8% dans cette série. Et il y avait à peu près un quart des patients qui avaient une cardiopathie qui était connue, une cardiopathie congénitale, une maladie de Kawasaki, des choses qui étaient connues avant cette mort subite. Et puis chez ceux qui n'avaient pas de cause connue, donc à l'autopsie, il n'y avait pas de cause structurelle retrouvée dans la grande majorité, dans un tiers des cas, ça restait inexpliqué. Et puis la particularité un peu des enfants, c'est que la deuxième cause, après les causes inexpliquées, c'est les myocardites. C'est très fréquent comme cause de mort subite dans les différentes séries qui sont publiées chez l'enfant. Et puis après, on retrouve d'autres, donc toutes les causes décrites chez le sujet jeune sans particularité pédiatrique. Et ce qui était intéressant aussi dans cette série, c'est que quand on regardait les apparentés, on se retrouvait avec un taux de suspicion de maladie cardiaque héréditaire assez élevé de 50%, d'où l'intérêt quand même du dépistage familial. Donc, l'autre particularité aussi chez les enfants, c'est chez les enfants sportifs.
chez les enfants sportifs, donc les moins de 18 ans, on a des morts subites qui sont la plupart du temps, encore une fois, sur les séries autopsiques inexpliquées, c'est la plus fréquente. Mais après, la cause qu'on retrouve structurelle la plus fréquente, c'est les anomalies de naissance coronaire chez les enfants. Et on en a vu une jolie image présentée par Caroline Rambaud. Et ensuite, on a dans les cardiomyopathies tout venant, un tiers de cardiomyopathie chez le sujet jeune. D'où l'intérêt de faire bien sûr des analyses génétiques, comme a dit Estelle. Donc, je ne reviendrai pas sur les causes qu'on rattrape quand on fait des analyses génétiques, mais j'ai trouvé intéressant cette étude américaine où ils ont fait des analyses génétiques chez une série de patients décédés. Et là, vous voyez le côté pédiatrique. Ils ont fait des analyses génétiques dans les morts subites du nourrisson, où l'autopsie était plutôt négative, il n'y avait pas de cause vraiment retrouvée. Et là, il a été retrouvé des variants dont les significations ne sont pas toujours certaines dans la causalité de la mort subite, mais quand même des variants dans le syndrome de Bourgada, les TB catécholergiques. Donc, c'est quand même intéressant aussi chez les tout petits enfants d'aller assez loin dans les explorations qu'on peut réaliser. Donc, en résumé, dans la mort subite des enfants, c'est très rare, heureusement, avec surtout un pic avant l'âge d'1 an, donc c'est les morts subites du nourrisson. Ce n'est pas vraiment d'origine cardiaque, mais quand l'autopsie est négative, qu'il n'y a pas de cause respiratoire retrouvée, c'est intéressant de faire des analyses génétiques. Et puis, chez les adolescents, là où on se rapproche un peu des causes des sujets jeunes de moins de 35 ans. Ce qui est intéressant aussi chez l'enfant, c'est que dans 50% des cas, il y avait des symptômes avant la mort subite, et dans 16% des cas, il y avait des antécédents familiaux. D'où l'intérêt de se dire, en tant que cardiologue, comment est-ce qu'on peut prévenir cette mort subite chez les enfants. Nous, on fait beaucoup d'examens chez les enfants pour des souffles et pour des demandes de certificats de sport. Donc, on a la possibilité de faire du dépistage. La question, c'est de savoir à qui cibler pour ce dépistage. Alors, les jeunes athlètes, je pense que c'est intéressant quand même, étant donné la fréquence des anomalies coronaires, de leur proposer une échographie cardiaque et un électrocardiogramme. Surtout s'il y a des antécédents familiales et surtout s'ils ont décrit des symptômes. Donc, poser la question directe des symptômes, douleur, malaise, syncope, c'est très intéressant pour rattraper, prévenir des morts subites de l'enfant. Là, je vous ai mis 2 illustrations d'enfants qui avaient fait des syncopes et chez qui on avait découvert une anomalie de naissance ici de la coronaire gauche qui naissait du sinus de Valsalva droit, et puis sur cette image-là, une anomalie de naissance de la coronaire droite qui naissait du sinus gauche, et dans les 2 cas, un trajet intera-aortico-pulmonaire qui est à risque de mort subite. La question, quand on fait du diagnostic, du dépistage et des diagnostics fortuits d'anomalies de naissance coronaire, c'est surtout qui opérait. Alors, quand on découvre ça chez un tout petit bébé, évidemment, ça pose des questions. La chirurgie, elle est recommandée, mais elle est recommandée surtout sur des données qu'on a de taux de décès chez des jeunes sportifs. Donc, les anomalies de naissance de coronaire droite, il y a dans les séries autopsiques à peu près 6% de risque de mort subite. Et dans les anomalies de naissance des coronaires droites, il y a 0,2% de risque de mort subite. Ce qui fait que les recommandations, c'est d'opérer des jeunes de plus de 10 ans. 8-10 ans, c'est la limite, parce que les coronaires, avant ça, c'est vraiment tout petit. Donc, le bénéfice-risque n'est pas évident. Des jeunes, surtout des jeunes sportifs qui veulent faire du sport. Quand ils ont une naissance anormale de la coronaire gauche avec un trajet intera-aortico-pulmonaire, ou des patients qui ont présenté des symptômes avec une anomalie de naissance, que ce soit de la coronaire gauche ou de la coronaire droite. Ce n'est pas recommandé d'opérer
des patients asymptomatiques ou qui ont des tests d'ischémie négatifs quand il s'agit de la coronaire droite qui naît du sinus gauche parce que le risque est vraiment faible. Donc, par contre, donc, on n'autorise pas le sport aux jeunes qui ont des anomalies de naissance de la coronaire gauche, même asymptomatiques, qui doivent d'abord être opérés. Par contre, pour les anomalies de naissance de la coronaire droite, on peut autoriser le sport même en compétition quand ils sont asymptomatiques et que les tests d'ischémie sont négatifs. Mais par contre, on doit les prévenir du risque de mort subite. Ça, c'est les recommandations américaines. Voilà, et puis pour juste terminer sur la prévention de la mort subite, l'autre volet, c'est donc des patients qu'on connaît également, qui sont suivis pour une cardiomyopathie hypertrophique. J'ai choisi aussi ces patients-là parce que là, le risque d'événement également est important. Chez les enfants, c'est 9% de risque d'événement sur 5 ans, ce qui est plus élevé encore que chez les adultes. Et là aussi, c'est souvent des enfants qui veulent faire du sport. Alors, l'âge médian des morts subites dans la cardiomyopathie hypertrophique de l'enfant, c'est 14 ans et demi. Hein, donc, la moitié meurt avant, la moitié après, mais quand même, ça survient plutôt chez les adolescents, la mort subite dans les cardiomyopathies hypertrophiques. On n'avait pas jusqu'à cette année de score de risque chez les enfants, et cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a un score de risque. Alors, avant, on implantait des défibrillateurs dès qu'il y avait un facteur de risque, donc c'était essentiellement l'épaisseur du septum interventriculaire. Et là, dans cette série américaine, chez à peu près 100 patients qui avaient un défibrillateur, il n'y avait pas eu d'événement chez 86%. Et par contre, il y avait 3/4 des patients qui étaient suivis pour une cardiomyopathie hypertrophique et qui avaient fait une mort subite alors qu'ils n'avaient pas de défibrillateur. Donc, clairement, on n'avait pas les bons critères. Et donc, l'étude américaine, elle a le score de risque maintenant qui est proposé pour l'enfant, il prend en compte l'âge au diagnostic, le Z-score de l'épaisseur septale, parce que chez les enfants, on utilise plutôt le Z-score pour le suivi des épaisseurs, parce que les enfants grandissent, hein, c'est normal. Et ce qui est intéressant avec le Z-score de la paroi, de l'épaisseur septale et du septum et de la paroi postérieure, c'est que contrairement à l'adulte, il n'y a pas un seuil au-delà duquel il y a un surrisque. C'est vraiment un risque qui augmente avec le Z-score, donc le niveau d'épaisseur par rapport à la morphologie de l'enfant. Il y a également donc, le diamètre de l'oreillette gauche. Et puis enfin, pour l'obstruction, ce qui était aussi intéressant, c'est que finalement, ce n'était pas un facteur de risque d'avoir une cardiopathie hypertrophique. Jusqu'à un niveau d'obstruction de 100 mm de mercure, il n'y avait pas de surrisque de mort subite. Et par contre, quand ils avaient une obstruction significative, le risque était même inversé. Il y avait moins de risque de mort subite. Et là, on pense que c'est probablement parce que là, ils sont opérés. Nos patients qui ont des cardiomyopathies hypertrophiques pédiatriques et qui ont un gradient significatif, ils ont tous une myectomie. Donc probablement que ça doit les protéger ensuite de la mort subite. Et donc, voilà là, les courbes de survie, les courbes en tout cas qui ont été retrouvées avec ce score. Donc, quand on a un score qui est bas, on n'a pas, donc les événements sont faibles, et puis pour le score élevé, là, les événements sont beaucoup plus élevés. C'est un score qui a l'air d'être fiable à 70%. Donc, on est assez content d'avoir ça dans la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, pour conclure, dans la mort subite de l'enfant, évidemment, il y a toujours à faire ce dépistage familial des parents et de la fratrie qui est toujours un moment très difficile hein, quand il y a eu un décès d'un parent ou d'un frère et sœur. L'autopsie plus l'analyse génétique spécifique chez les enfants, ce d'autant plus qu'il y a des causes probablement plus hétérogènes sur le plan génétique, des variants spécifiques et qu'on a encore beaucoup de taux on a très peu de réponses encore à apporter à ces familles, surtout dans la zone des moins de 12 ans, ce qui fait qu'on va faire un suivi, qu'on va proposer un suivi, parce que quand on propose un suivi, comme dit Estelle, parfois on rattrape aussi des diagnostics, et puis ça permet aussi de faire de la réassurance. Bien sûr, la prise en charge psychologique de ces familles qu'on va continuer à suivre est primordiale.
Voilà, je vous remercie. Je vais poser une question qu'a posée Philippe, Ouais. qui s'adresse aux deux. Chez les apparentés, après une mort subite inexpliquée, quand est-ce que vous allez aller jusqu'au test pharmacologique, donc chez les apparentés? Chez les apparentés, hein, Oui, quand tu regardes les données là, des derniers registres, tu as presque envie de le proposer quasiment systématiquement, hein. Si, je pense qu'on parle des apparentés au premier degré, hein. Oui, au premier degré, ouais. Ouais, ouais. Ce que montrait l'équipe de Nantes, ce que j'ai pas dit, mais c'est que probablement en termes d'investigation, parce que il y a l'intérêt des apparentés pour déterminer chez les apparentés si eux-mêmes présentent une pathologie et donc déterminer le risque en soi des apparentés. Mais il y a aussi le bilan des apparentés pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et trouver l'étiologie de la mort subite. Si c'est pour essayer de comprendre l'étiologie de la mort subite, probablement l'investigation des parents, ce que montrait l'équipe de Mantes, était ce qu'il y avait en tout cas, ce qui donnait le plus d'informations. Donc, c'est vrai que c'est souvent, en fait, nous, on voit les familles et on voit les frères et sœurs, etc., parce que les parents ont peur pour les frères et sœurs, mais et souvent, on oublie de faire le bilan des parents. Et je pense que quand il s'agit d'une mort, en pratique, moi, ce que je fais, c'est que je commence par le bilan non invasif, hein, l'IRM, le test d'effort, etc. Et s'il n'y a pas, et je préviens que s'il n'y a pas d'étiologie retrouvée, à ce moment-là, je proposerai les tests pharmacologiques dans un deuxième temps. Souvent, moi, c'est comme ça que je fais en pratique. Mais je pense que probablement, on ne le fait pas assez et qu'on devrait probablement le faire un peu plus. c'est très clair. Voilà. Une question pour Diala. Diala, on te demande quel est le score, comment s'appelle le score de risque pour les CMH pédiatriques et est-ce que tu as un lien éventuellement? Alors, il y a pas encore le lien. C'est pour l'instant, l'étude a été publiée récemment, mais il n'y a pas encore le lien, non. Non, non. Il a un Mais nom ce score? l'étude pardon? Il a un nom ce score ou pas? Non, il n'a pas encore de nom. Il n'y a pas le. Non, non, mais je peux mettre le lien de l'article, hein, par contre, hein, si vous voulez. Oui, peut-être, ça serait Il y a bien. la référence dans la diapo, mais je vous mettrai le lien de l'article. Est-ce que je peux te poser une question, Diala, c'est Philippe. Dans la CMH de l'enfant, justement, il y a deux scores qui ont été publiés récemment, Oui, deux scores de oui, risque, celui de Norich et celui de Miron, oui, qui sont différents, qui ont des avantages et des inconvénients. Toi, tu oui. préconises lequel dans ta pratique? Alors non, mais pour l'instant, je n'ai pas cité celui de Gabriel Norich parce qu'il n'y a pas encore eu la validation. Nous, on a participé, hein, pour valider le score de Gabriel Norich des Anglais. Donc, nos patients, ils sont inclus pour la validation externe. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore validé. Alors que les Américains, donc l'étude avec les Canadiens et les Américains était un peu plus rapide et eux, ils ont validé leur score. Alors après, mon impression, après, il faudra qu'on regarde la fiabilité de chaque score, hein, mais je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Mais il y a quand même beaucoup de points communs, hein, dans les deux scores, hein, donc l'épaisseur septale. Moi, je trouve ça intéressant dans le score américain d'avoir ajouté l'épaisseur de la paroi postérieure, hein, chez les enfants. Finalement, sinon, pour le reste, ça se ressemble beaucoup. Il y a le diamètre de l'oreillette et puis l'épaisseur septale. L'histoire familiale n'a pas l'air de jouer un grand rôle. Nous, on se basait beaucoup sur ça pour mettre des défibrillateurs. Et puis finalement, c'est démontré, hein, que ça n'a pas beaucoup de… Pour les morts subites de l'enfant, en tout cas, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt.